Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Je suis Marie, cofondatrice de Tantrissim, la première plateforme web exclusivement dédiée au tantra, au féminin et au masculin sacré. Plus que jamais en France, l'esprit tantra est présent. Dans les médias, les chaînes YouTube, les podcasts, les émissions radio, les rayons librairie et les discussions entre amis. Vous cherchez votre prochain stage de tantra, de féminin sacré, de masculin sacré, un massage ou un événement en lien avec le tantra? Rendez-vous sur www.tantrissim.com. Aujourd'hui, nous recevons Sylvie Enderix, sexologue, thérapeute psychocorporelle, auteure et cofondatrice de l'École des Arts de l'Amour dans le Tarn. Bonjour Sylvie. Bonjour Sabrina. Alors Sylvie, vous êtes avec nous aujourd'hui pour parler du couple et plus particulièrement de la relation dans le couple, puisque c'est l'un de tes domaines d'expertise et c'est notamment l'une des vocations de l'École des Arts de l'Amour. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette École des Arts de l'Amour que tu as donc co-créée avec ton compagnon de vie, Alain? Alors, l'École des Arts de l'Amour, c'est pas au départ tourné vraiment vers le couple, c'est plutôt tourné vers la connaissance de soi. Et comment donc, quand on se connaît, on peut mieux relationner avec soi-même, relationner avec l'environnement et aussi créer des relations entre humains saines, agréables, légères, joyeuses, voilà. Et donc, comme le couple est dans notre société, je vais dire, la façon dont tout le monde a envie de relationner avec un partenaire. Tout le monde a envie de trouver un compagnon ou de trouver une compagne si on est un homme, ou peu importe, enfin, peu importe aussi les attirances sexuelles, homo, hétéro, etc. Hein. Mais un compagnon de vie, c'est vraiment quelque chose qui est primordial pour les jeunes adultes, je vais dire, hein, ils ont envie au départ de se mettre en couple. Pour la construction sociale finalement. Ouais, pour la construction sociale de leur vie, et c'est ça qui est proposé dans notre société, et du coup c'est à ça qu'on pense immédiatement. Hein. On pense à se mettre en couple, après on pense à habiter ensemble, quand on sent que son couple est un peu installé, formé, hein, et généralement après on pense à avoir des enfants. Voilà. Donc ici, donc à l'École des Arts de l'Amour, ce qu'on a proposé, ce qu'on propose au départ, hein, c'est vraiment de se connaître soi. Et ce qui est arrivé souvent, c'est que donc des gens venaient ici, donc en couple, hein, et avaient des difficultés de couple, et voulaient en gros se débarrasser de ces difficultés, quoi, pour vivre un couple tel qu'ils l'imaginaient, c'est-à-dire souvent être comme ils étaient dans le début de leur relation amoureuse. Voilà. Et donc du coup, ça nous a amené à créer, je vais dire, des expériences et des temps spéciaux pour répondre à ces besoins qu'avait donc cet homme et cette femme, ou peu importe comment était composé le couple, mais qu'avait ce couple. Voilà. On a constaté, donc, hein, depuis le temps qu'on pratique ce genre de séance, que dans la problématique des couples et dans quand est-ce qu'un couple sent que c'est plus bon du tout et qu'ils s'éloignent de ce qu'ils avaient envie, que c'est plus agréable, ils sont plus heureux, etc. Ils sentent en gros, ils sentent qu'ils devraient se séparer. Bon, quand est-ce que ça arrive, ça, et pourquoi ça arrive? Ça arrive généralement quand il y a un long temps de vie commune, parce que la vie quotidienne ensemble, puisque c'est ça qui est proposé aussi socialement, hein, c'est-à-dire que quand on forme un couple, eh ben, l'étape, je vais dire, une fois qu'on sent que c'est bon, c'est avec celui-là ou c'est avec celle-là qu'on sera bien, l'étape suivante, c'est on se met à habiter ensemble. Et là, les problèmes commencent. Les problèmes commencent réellement, parce qu'on est deux individus et on ne s'est pas du tout mis d'accord sur comment on va faire en habitant ensemble pour avoir chacun
encore notre personnalité et pas devenir juste un couple. C'est une impossibilité. Hein. On se fond pas dans l'autre, ou alors parce que quand on essaye de se fondre dans l'un dans l'autre, il y en a toujours un qui perd son pouvoir créatif, je vais dire, et qui devient, qui se fait donc absorber par l'autre, et ça devient une espèce de lutte de pouvoir, et c'est là où ça ne va plus du tout. Hein, voilà. Donc, les gens qui venaient ici avaient donc des problèmes au niveau de la vie quotidienne. Hein, et la deuxième cause, qui est là pratiquement tout le temps, et qui est très souvent invoquée en premier, c'est ça va pas au niveau de la sexualité. Voilà, donc ces deux choses, l'histoire de régler le quotidien, ça peut se faire à deux, sans aucun problème. Mais régler tout ce qui tourne autour de la sexualité, ça peut pas se faire à deux parce que la sphère sexuelle, je vais dire, la sphère de notre... c'est pas simplement la sphère du sexe, hein, la sphère de notre sexualité, elle est vraiment très très personnelle. Et quand on est en couple, il y a énormément d'émotionnel lié à tout ce qui tourne autour du sexuel. Alors j'explique un peu. Ce qu'on a envie quand on est en couple, c'est de présenter à l'autre un produit fini, je vais dire. Quelqu'un qui sait donc comment avoir des orgasmes, qui sait comment faire plaisir à l'autre, qui sait en gros ce qu'on appelle de façon assez triviale, on a envie d'être un bon coup. C'est-à-dire qu'on se montre finalement sous son meilleur jour pour... Oui. Ce qui serait une forme de manipulation, finalement, on manipule l'autre pour lui montrer... Alors non, c'est pas une manipulation, mais c'est en fonction des attentes qu'on a. On a forcément comme attente dans un couple, pratiquement tout le temps, hein. Même quand on dit « je n'ai aucune attente », faux, hein, voilà. On attend quelque chose et on ne sait pas le définir exactement, d'accord ? Mais il y a toujours de l'ordre de « on attend d'être reconnu ». Et cette reconnaissance, elle est différente pour l'homme et pour la femme. L'homme n'attend pas la même chose comme reconnaissance que ce que la femme attend comme reconnaissance. Alors, au niveau sexualité, c'est quelque chose qui est donc énorme, cette attente par rapport à la reconnaissance. Hein. Et personne ne l'affirme comme ça. On ne dit pas à l'autre, quand on se met en couple, écoute, il faut que tu me reconnaisses comme un bon amant. On ne le dit pas. Hein. Et la femme ne dit pas, il faut que tu me rassures, parce que c'est ça aussi, hein. Il faut que tu me rassures, je suis réellement une femme, etc., etc. Voilà. Et on ne dit rien de tout ça, de ce qu'il y a au fond de nous et qui fait peur. Et ce dont on a peur surtout, c'est que l'autre nous quitte, ou que l'autre ne nous aime plus, parce qu'on a des manques au niveau de la connaissance de notre corps, par exemple. Et ça, c'est vraiment terrible. Du coup, on ne dit pas à l'autre ne sait pas, alors il va essayer je vais prendre par exemple l'homme, il va essayer de montrer qu'il est un super amant, mais la femme ne lui a pas dit comment il fallait faire pour que elle ait des orgasmes. Donc du coup, il se perd. La femme, elle est là toujours dans son attente, et puis à la fin, elle est toujours déçue. Voilà. Et il y a tout ça commence toujours comme ça. Hein. Alors, on pourrait penser, pourquoi c'est pas comme ça tout au début qu'on se rencontre ? Et tout au début qu'on se rencontre, c'est pas comme ça parce que il y a un tas d'hormones qui fonctionnent à l'intérieur de nous, et qui sont là et qui font qu'en gros, on ne voit pas réellement la personne en face de nous comme elle est. On voit cette personne comme waouh, ça répond exactement à ce dont j'ai besoin. Et du coup, ces hormones fonctionnent, et même si on voit que, tiens là, pas tout à fait, hop, ça fait rien. On enlève et on met cette image de la femme idéale, quand on est un homme, sur la femme qu'il vient de rencontrer. La femme idéale, ça veut simplement dire la femme idéale que lui, il a à l'intérieur de lui et qu'il voudrait rencontrer. Et inversement, la femme met cette image
sur l'homme, et du coup les hormones fonctionnent à fond, et même si on sent par exemple que dans l'acte de faire du sexe, il y a des petits trucs qui vont pas, eh bien on le gomme très très vite en disant c'est parce qu'on se connaît pas encore assez, etc. et ça va venir, et voilà. Tout ça parce que émotionnellement, on est totalement dans la joie, dans l'excitation on a enfin rencontré quelqu'un avec qui on pourra peut-être former quelque chose de génial, ce couple fusionnel, ce couple en union, ce couple dont tout le monde parle, hein, partout. C'est-à-dire qu'on voilà. projette finalement sur l'autre un moyen de trouver sa complétude. Voilà, tout c'est à ça. fait. Et c'est à ce moment-là finalement qu'on va se perdre. Finalement, c'est dans cette fusion où l'un et l'autre va perdre une partie de son essence ou de son identité. Et disons que c'est à partir de ce point-là que les problèmes ou les problématiques arrivent. Oui. Alors, peut-être que l'autre va perdre une partie de son identité, hein, mais ou pas, hein, mais à un moment, il y aura quelque chose d'être confronté à la réalité de ce qu'est l'autre, hein, et c'est toujours différent de nos attentes. Et vraiment, la problématique, elle réside dans le fait qu'individuellement, on n'a pas regardé pourquoi on avait telle et telle attente et quels étaient nos manques. Parce que si on attend de l'autre, et c'est toujours ce qui est fait, hein, si on attend de l'autre qu'il comble nos manques, c'est une impossibilité. Cette attente ne va jamais être comblée. On peut la combler un petit peu. Par exemple, je suis dans l'attente de recevoir des bisous. Parce que j'en ai jamais reçu quand j'étais petit, ou j'en ai jamais reçu assez, etc., etc. Bon, l'autre peut nous faire un tas de bisous, un tas de bisous, un tas de bisous, un tas de bisous, hein, et donc pendant un moment, on pense qu'on a comblé ce manque. En réalité, le manque qu'on a de bisous n'était pas le nombre de bisous qui était important, c'était le fait qu'il y avait un parent qui n'exprimait pas suffisamment l'amour qu'il avait pour l'enfant qui était là, hein, et qui du coup a créé un manque. Mais c'est pas le manque du nombre de bisous, c'est le manque d'affection dans le lien qu'il y avait entre la mère et l'enfant, ou entre le père et l'enfant, etc. Voilà. Donc on demande à l'autre de combler un manque qui n'est pas un manque actuel, qui est un manque qui vient, et c'est pour ça qu'on est toujours obligé de regarder quel a été dans l'enfance, chose qui est toujours reprochée aux psy, c'est « Oh, mais on va devoir revenir dans l'enfance, j'y suis plus, j'ai quitté ma famille, etc. etc. » On va devoir regarder tous ces trucs, etc. Et tout compte fait, ça va être pénible de faire ça. Et oui, peut-être que ma mère m'a pas donné assez de bisous, mais c'était une femme tellement gentille, je l'adore, etc. Donc, qu'est-ce que je vais aller remuer quelque chose qui, tout compte fait, c'est moi que j'ai trouvé ça dérangeant, mais en réalité, c'est une personne parfaite. Voilà. Donc, se mêlent des choses, hein, de l'ordre de l'affectif, qui sont encore des trucs d'enfance non réglés. Donc, si on est en couple et qu'on commence à déballer ça devant l'autre, c'est incompréhensible pour l'autre. Il va dire, tu manques de bisous, je t'en fais plein. Oui, d'accord, mais c'est pas ceux que j'attendais de recevoir de papa. Ah oui, mais ça va jamais être possible, ça. Voilà. Hein. Donc après, je manque d'espace parce que ma mère était toujours étouffante, etc. Mais enfin, moi, la femme va répondre, j'interviens jamais dans ta vie, je te laisse totalement libre de faire ce que tu veux. Et tu dis que tu manques d'espace. Elle peut pas lui donner plus d'espace qu'elle en donne déjà. Voilà. Donc, et tout ça, ça va toucher l'autre. D'entendre qu'en réalité, ses attentes qu'il est en train de mettre sur sa compagne ou ses attentes qu'elle met sur son compagnon, non, ça peut pas se régler avec le compagnon. Ça peut pas. Ça ne peut pas. Ça peut se régler qu'avec soi-même. Avec retrouver comment ça se passait dans l'ex-famille, etc. Retrouver quelle structure de survie, quelle tactique de survie on a mis en place pour arriver à se comporter comme il fallait dans cette famille pour recevoir de l'amour et voir où étaient les manques
Et ensuite, trouver comment, dans une thérapie, psychocorporelle de connaissance de soi, comment on peut combler ces manques. Et passer aussi sur la colère qui vient en nous quand on pense que c'est à nous de combler les manques venant de l'ex-famille. Mais c'est comme ça, le fait est là. Il y aura la révolte contre ça, oui, hein, mais il y a aussi à apprendre à dépasser cette révolte parce qu'on ne peut pas transformer ce qui s'est passé, on ne peut pas le changer. Et de penser qu'on peut couper et que ça n'ait plus existé, ce n'est pas non plus la réalité. Ça existera toujours parce que ça a existé et qu'émotionnellement, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace et notre émotion, elle est encore liée à ça tant qu'on n'a pas réglé ce qui s'était passé et qui n'était pas juste pour nous quand on était petit. C'est pour ça qu'il faut le faire individuellement. Après, apprendre les mécanismes de notre corps, aussi les mécanismes du sexe, par exemple, dans un intensif de sexologie, parce qu'on a tous des manques au niveau de ces mécanismes, beaucoup plus les femmes que les hommes, pour une raison très très explicable, hein, c'est pas parce qu'ils sont plus doués, c'est pas parce qu'ils sont plus doués, hein. Par rapport à l'éducation, enfin, pas par rapport, l'éducation qu'on reçoit en étant petit, hein, donc forcément l'éducation qui démarre même dans le ventre des parents, hein, enfin de la mère, l'éducation n'est pas la même, mais absolument pas la même pour une fille et pour un garçon. Même si les parents veulent faire tout de façon très très juste, elle n'est pas la même pour une raison que j'explique dans les sessions, qui est un peu peut-être un peu psy, je ne sais pas si c'est juste maintenant d'expliquer ça, mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait dans la façon dont on est éduqué dans notre société, hein, et quand je dis dans notre société, c'est pratiquement mondial ce truc, hein, donc voilà, il y a quelque chose qui fait que la fille, donc, hein, n'est pas vue de la même façon que le garçon, et que pour le garçon, il est plus facile d'entrer dans une sexualité directement que pour la fille, hein. Et pour un garçon, par contre, entrer dans les émotions, c'est très difficile, et pour la fille, c'est beaucoup plus facile. Encore une fois, quand je fais une généralité, ça me pose toujours un problème, c'est pour ça que j'aime bien faire les choses en individuel, parce que ça dépend après des familles. Et du cercle dans lequel la petite fille a grandi, du cercle dans lequel le petit garçon a grandi. Mais en général, il y a un truc là, hein, qui est que le regard, hein, joue beaucoup, et le regard sur une petite fille n'est pas le même que sur un petit garçon. Et le petit garçon est au niveau de la sexualité et au niveau des émotions, ce n'est pas les mêmes qu'on autorise à une fille et ce qu'on autorise au garçon. Ce qui donne qu'on a des différences au niveau émotionnel et qu'on a donc des différences dans la façon dont on peut connaître notre sexe. C'est pour ça que je dis que les filles ont plus à découvrir, hein, parce que déjà, un truc tout simple que tout le monde peut comprendre, déjà, elles n'ont pas un accès direct à la masturbation. C'est beaucoup plus autorisé. Encore une fois, c'est une généralité. C'est très tabou pour une fille. C'est beaucoup plus autorisé pour un garçon qui ses mains tombent sur son sexe, voilà, il se masturbe et puis ça fait rire tout le monde. Hein, dans certaines familles où c'est vraiment coincé, voilà, ça fait pas rire. Mais bon, voilà, il y a rarement des claques sur les mains d'un petit bébé d'un petit bébé garçon qui se tripote le sexe. Par contre, une fille, immédiatement, il y a quelque chose, quoi. Attention, tu vas attraper des infections. Attention, ceci, attention, qui font que la fille intègre que son sexe, c'est attention, infection. Voilà, et il faut pas toucher. Donc, du coup, la masturbation, même sans dire ne te masturbe pas, c'est vilain, hein, même sans dire ça, la masturbation, elle l'a sûrement découvert à un moment en étant toute petite, mais elle ne perpétue pas cette masturbation aussi facilement que l'homme. Donc, elle n'a pas un accès direct à la sexualité. Donc, comment on va traiter ça à deux? Si les deux du couple sont là, on va pas pouvoir parler de
de cette espèce de handicap éducatif, d'accord, sans que la fille se sente, la femme qu'elle est devenue, se sente mal par rapport à son compagnon. Et lui, donc, au moment où on parle des émotions, qui se sente mal aussi, lui, par rapport à ce qu'on ne lui a pas appris quand il était petit. C'est-à-dire, en gros, à exprimer les choses. Et qu'attend la femme? Qu'il exprime les choses. Et lui, il attend qu'elle ait un accès direct à son sexe. Voilà. Donc, les attentes ne sont pas les mêmes. Donc, quand on est avec les deux en même temps, comme personne n'a envie de perdre l'autre, eh bien, du coup, on se sent mal à l'aise de passer à la phase où on va admettre que, ben oui, moi, j'ai pas eu d'accès direct à mon sexe, ou, ben oui, j'ai pas eu d'accès direct à mes émotions. Et ensuite, ben de toute façon, ça va se séparer. Pas que le couple va se séparer, mais que la façon dont il faut travailler va se séparer. On va travailler avec l'homme plus sur comment tu peux exprimer tes émotions, ok? Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas aussi une partie sexualité à travailler, puisque lui, ce qu'il connaît, c'est juste l'orgasme du pénis, d'accord? Donc il y a plein d'autres choses à découvrir, mais ça va se faire dans un deuxième temps. Et pour la femme, on va pas travailler forcément sur l'émotionnel en premier, on va plutôt travailler sur le sexuel, mais le sexuel dans le sens de, il faut qu'elle sache exactement où ça lui fait du bien, il faut qu'elle s'autorise à se masturber, il faut qu'elle s'autorise à avoir des orgasmes, il faut qu'elle s'autorise à parler de sexe avec son compagnon. Voilà, on va d'abord travailler ça. Et ensuite, on pourra mettre en commun. Quand tout le monde sera, je sais pas si on peut dire exactement ça, mais quand tout le monde sera à égalité, et qu'on n'aura plus peur de dire à l'autre, voilà, j'ai appris ça, je sais ça, et on n'aura plus peur de dévoiler des choses qu'on pensait que l'autre saurait, etc., et qu'il pourrait combler, et voilà. Par rapport à la sexualité, donc qu'est-ce que tu dirais? Est-ce qu'on peut considérer la sexualité comme le ciment du couple, c'est-à-dire qu'une sexualité qui n'est pas épanouie ou en tout cas dans laquelle l'un et l'autre ne se retrouveraient pas forcément? Est-ce que forcément un couple est voué à l'échec, à la séparation, s'il n'y a pas une entente sexuelle, en tout cas une alchimie de ce côté-là? Alors, la toute première chose que je dirais, alors j'ai déjà entendu ciment du couple et moi je réfute cette expression parce que ciment, ça voudrait dire qu'on va donc en faire une construction en dur. Donc une construction en dur, même quand on construit une maison par exemple en pierre, on tient toujours compte du fait que elle ne peut pas être figée complètement, cette maison. Parce que si elle est figée, comme elle est de toute façon bâtie sur la terre, et que le sol est quelque chose qui est mouvant, j'ai pas parlé de gens qui construisent sur des endroits de séisme, la terre en général, ça bouge, et si on construit pas avec une structure qui puisse bouger en fonction de ce sur quoi elle est fondée, on tourne à la catastrophe, on aura des fissures, et après qu'est-ce qu'on va faire? Colmater, voilà. Donc pareil pour la construction de soi-même, je réfute ce mot complètement, parce que on ne se construit pas parce que on est déjà un être à facettes, et donc on n'a pas besoin de se construire. Ok, on est un être à facettes, où on est des morceaux de puzzle qui quelquefois ne sont pas assemblés exactement comme il faudrait, mais tout ça, si on pense à une structure rigide, ben, on tombe dans la névrose de la psychorigide, d'accord, On est donc plus apte à bouger comme une algue dans le courant, on est plus apte à réagir aux mouvements de la vie qui ne sont pas toujours très doux, voilà, et qui peuvent l'être, mais qui sont pas toujours dans la douceur. L'être humain, il a à être, c'est pas construit, mais être comme une algue dans le courant de la vie. C'est-à-dire que oui, il est attaché sur un rocher, il a quelque chose de stable, mais en même temps, quand il y a une grosse vague, il se laisse emporter, sans aucun problème, et puis il revient, voilà. Donc le ciment, le truc, pourtant je m'y connais bien en construction, d'accord, donc non, pas de choses qui figent. Par contre, de dire que la sexualité, c'est
ça prend une très très grande place parce que la sexualité, c'est lié au plaisir. Et donc, si on n'a pas de plaisir ensemble, donc de plaisir sexuel, Mais dans la vie en général, sur tous les aspects de la c'est vie. sur tous les aspects de la vie. Si on n'a pas de plaisir, et c'est pareil dans ce que je disais, donc que la vie quotidienne aussi est une source de possibilité de faire se séparer deux personnes, donc qu'il n'y ait plus de couple qui soit formé entre ces deux personnes. C'est de la même façon, c'est parce que là, c'est pas directement lié à ce qu'on connaît, nous, comme étant un plaisir, la sexualité. On sait que, c'est comme manger, on sait que quand on mange, on a du plaisir. On a le plaisir dans les papilles, il y a quelque chose qui vient quand on mange, voilà. C'est la même chose pour la sexualité, je pourrais comparer ça, oui, vraiment à la nourriture, Mais pour la vie quotidienne, c'est de l'ordre du répétitif qui use et qui fait que, du coup, on ne se rend pas compte, mais petit à petit, ce qui nous rend heureux, ce qui nous rend, ce qui nous fait nous sentir libres, ce qui fait sentir que notre créativité, elle peut exploser à n'importe quel moment, tout ça se fige justement dans, je vais donner un exemple très trivial, mais un, un, un des deux du couple, d'accord, a comme besoin, d'accord, que l'endroit où il vit soit impeccablement trié, rangé, ordonné, d'accord? C'est son droit, ok. Et quand il a sa pièce à lui, quand il a son endroit à lui, c'est impeccablement rangé, ordonné, ok. L'autre du couple a horreur de passer du temps à ranger les choses. Vraiment horreur, pour lui c'est une perte de temps. C'est comme ça qu'il se sent à l'intérieur. C'est comme si on lui coupe, on lui prend 3 heures de sa vie s'il faut ranger les choses. Il n'en voit pas du tout l'utilité. Alors pour lui, il laisse les choses là où elles sont, voilà, et il sait exactement trouver où il a besoin, quand il a besoin d'un papier, où aller fouiller, etc. Et donc il n'est pas du tout dans cette histoire d'ordre. Du coup, ces deux choses qui sont opposées dans la façon de fonctionner de tous les jours, d'accord? Quand il n'y a pas d'endroit où chacun peut exprimer ce qui est lui, c'est un exemple, seulement une des personnes du couple s'exprime avec cet ordre, voilà, et l'autre s'exprime avec ce désordre, on va dire, ce n'est pas négatif, le désordre, c'est juste l'opposition à l'ordre, voilà, c'est pas ça, c'est, voilà, il n'y a pas possibilité de vivre ça pour l'autre personne. Donc, ils peuvent décider ensuite d'avoir un endroit commun de couple où on trouvera comment gérer trouver un consensus à deux pour comment on fait pour notre espace commun. Voilà. Mais s'il n'y a pas un endroit séparé où chacun puisse exprimer vraiment ce qu'il est, parce que quand je le dis, tout le monde voit bien que l'endroit commun, ça va devenir quelque chose qu'il ne faut pas que l'un des deux sente comme un compromis. D'accord? Donc tout ce qu'on va faire pour former un couple doit être, j'apporte dans cet endroit-là un petit peu de brindilles dans le feu qu'on construit ensemble, quoi, qu'on alimente ensemble, et toi tu apportes un peu de brindilles, et du coup on a un bon feu. Mais c'est pas ben voilà, d'accord, moi je suis ok, puisque voilà, tu veux que je range, je vais ranger. Dans notre endroit commun, on va ranger. Ah ben oui, ben non, parce que il n'y aura pas eu la formation d'un couple quand on fait ça. D'accord? Donc c'est ça cette histoire de couple, quand tu dis le ciment du couple. Est-ce que tu dirais du coup que le couple serait comme une espèce d'entité, voilà, c'est-à-dire un et un font trois, c'est-à-dire que chaque individu garde son individualité, mais qu'au milieu de tout ça, il y a quand même un espace, une sorte de jardin à cultiver finalement, où chacun viendrait mettre sa petite pierre à l'édifice? Oui, c'est vraiment ça, c'est que s'il n'y a pas un et un, qui chacun, moi je dis toujours,
je prends un exemple d'un pont qui serait au-dessus d'une rivière, d'accord? De chaque côté de la rivière, il y a un espace, je dirais par exemple si je prends un homme et une femme, hein, d'accord? Heu, cette femme est née, a vécu le début de sa vie de petite fille et ensuite pour devenir une femme. Elle a vécu dans un tel milieu, d'accord? C'est la rive gauche de la rivière, d'accord? Et dans ce milieu, il y avait plus ou moins de personnes avec qui elle a relationné, plus ou moins un environnement particulier, quoi, voilà, hein. Et elle commence à construire son pilier, on va dire, pour prendre l'exemple quand même de la construction, mais toujours construire son pilier de façon très souple, voilà, hein, pas un truc trop dur qui peut, comme pour un pont, il faut tenir compte beaucoup du fait qu'il y ait des mouvements dans la terre, hein. Il y a vraiment tout un truc de résistance à calculer pour un pont, pour qu'il reste toujours avec une certaine souplesse. Donc elle construit son pilier, ok. De l'autre côté, sur la rive droite, il y a l'homme, donc qu'elle rencontrera après, hein, voilà. L'homme qui, lui, est dans un autre environnement, tout à fait. C'est de l'autre côté de la rivière et il n'y a pas le même paysage. Il y a voilà, hein. Et donc il construit lui aussi de façon souple, flexible, son pilier, hein, ok. Et puis ensuite, dans la construction d'un pont, quand j'ai vu ici fonctionner, comment se construisait le pont de Millau, là, le viaduc, c'était assez beau à voir. Le tablier est jeté, hein, de chaque côté. C'est de chaque côté, ça se construit pas d'un côté puis on va rejoindre. C'est de chaque côté. Donc il y a pour se rencontrer et pour former ce pont qui sera le couple, hein, il y a chacun donc à construire de son côté quelque chose qui ensuite se rejoint exactement au bon endroit. Hein, parce que si on est un mètre plus bas ou un mètre plus haut, ça fait pas un pont, voilà. Et donc se rejoint, voilà, et on forme donc ce pont. Et je vais dire la personne, hein, la femme qui vivait sur la rive gauche, d'accord, elle est maintenant sur ce pont. L'homme, il est sur ce pont quand ils sont en couple, et ils peuvent ensuite, hein, c'est là que s'arrête l'histoire du pont. Hein, je veux dire, il y a toujours, quand on prend des exemples, ça s'arrête toujours quelque part. Mais en tant qu'individu, ils peuvent retourner la femme sur sa rive gauche, d'accord, l'homme sur sa rive droite et avoir des moments où ils passent du temps avec des personnes qu'ils ont connues dans cet endroit-là, ou ils peuvent aussi passer de l'autre côté, maintenant qu'il y a un pont, pour voir comment ça vit de ce côté-là, ok, ce n'est pas du tout obligatoire, mais c'est possible, et ils peuvent aussi du coup aller explorer non pas forcément que le premier nid dans lequel chacun est né, ils peuvent aller explorer ensemble toute la rive gauche, ensemble toute la rive droite. Voilà. Ils ont la possibilité, mais une possibilité énorme, ils peuvent aller voir le monde, ils sont plus séparés, ils n'ont plus qu'une moitié de monde à voir, ils peuvent aller voir le monde à deux, ok? Mais ils peuvent aussi aller voir ce monde seuls. Donc il faut toujours bien penser que quand on fait un couple, il y a des moments où on se retrouve en union avec l'autre, hein, vraiment en union, hein, plus qu'en fusion, parce qu'en fusion, c'est là où il y a souvent une prise de pouvoir de l'un sur l'autre et un qui disparaît. Hein. C'est pas forcément fait avec méchanceté, hein, c'est pas parce qu'on est pervers que ça, mais ça se passe comme ça, sans qu'on se rende compte. Hein. C'est donc ils peuvent trouver une union quand ils se retrouvent là sur leur pont, et ensuite ils peuvent continuer à être dans leur créativité, dans leur vie, en allant maintenant aussi bien du côté gauche que du côté droit, seuls, ou en y allant à deux. Voilà, c'est ça pour moi un couple, c'est toujours un truc vivant, libre. Ils ont la possibilité maintenant d'aller voir tout, et s'appuyer sur le couple, c'est ça pour moi. C'est voir que, grâce au fait qu'ils ont rencontré quelqu'un de la rive droite ou de la rive gauche, ils peuvent du coup aller voir le monde entier. Et c'est une métaphore, enfin, je dirais, hein, ils peuvent aller tout explorer, d'un côté comme de l'autre, parce que le couple, ils peuvent s'en servir pour découvrir des choses sur eux-mêmes. Voilà. Donc c'est ça un peu que propose le
dans le tantrisme, hein. Il y Oui, a parce qu'on va en parler, on n'en a pas parlé encore, mais l'école des arts de l'amour est aussi connue pour être une école de tantra, hein, vous enseignez le tantra, et vous vous servez justement de cet outil tantra, si on peut l'appeler comme ça, pour aider les couples justement à cheminer comme ça vers un quotidien harmonieux, une relation épanouie. Alors Sylvie, avant que tu ne nous donnes toutes les clés pour cheminer vers une relation heureuse et épanouie, je t'interromps pour informer nos auditeurs que la première partie de ce podcast touche à sa fin et que nous te retrouvons dans une seconde partie pour en savoir plus sur le tantra et découvrir un de tes secrets que tu nous livreras dans la toute fin de cette seconde partie. À tout de suite! Vous venez d'écouter Tantrissime, le premier podcast réservé aux amateurs de tantra, de féminin sacré et de masculin sacré. À bientôt sur la chaîne Tantrissime pour de nouveaux épisodes conscients, vivants et vibrants.